Bonjour à tous. Voilà, une table ronde. Nous allons un peu, comment dire, évoquer, aborder, réfléchir sur le rapport utopie et progrès. Donc je vous présente nos 4 invités. Donc il y a d'abord Marguerite, qui est donc autrice de Flébustier de la mer chilique. Vous avez ici donc Claire avec Paideia, voilà. Camille avec Utopia et Alice avec un ouvrage qui est plus un essai sur l'utopie radicale. Alors, juste à préciser, je suis très content, ces deux-là sont presque des romans post-apo, c'est une nouvelle idée de recherche, mais qui vont aborder une notion, une réflexion autour du rapport utopie-progrès. Camille, lui, a décidé de faire vraiment une pure utopie. Je n'allais pas dire à la Thomas More, parce que tu laisses libre quand même à des choses. Moi, je l'intègre plus dans la notion d'utopie réaliste. On en parlera, parce que j'ai quelques exemples que je t'évoquerai. Et puis un ouvrage, une réflexion sur l'utopie, la notion d'utopie, et donc dans une version radicale. Voilà les auteurs. Donc, si vous voulez, vous pouvez peut-être aussi vous présenter, vous expliquer un petit peu votre travail, et après on attaquera le cœur du sujet. Hello, donc moi j'ai effectivement publié les Flébustiers de la mer chilique, donc c'est un post-apo plutôt joyeux, donc il y a des tentatives d'utopie dedans, mais pour l'essentiel les gens essaient en majeure partie de foncer dans le mur, c'est plutôt leur mission. Mais le premier bouquin c'était en littérature contemporaine et ça parlait de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, donc je pense que ça rejoint pas mal les sujets sur lesquels Alice a travaillé en termes d'utopie radicale, donc le sujet m'intéresse vraiment beaucoup. Bonjour, moi c'est pas vraiment une utopie ce roman. Je me suis intéressée plutôt au cas particulier qui me paraît le plus réaliste, à savoir celui dans lequel on a le sentiment qu'on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on fait quand on a le sentiment qu'on ne peut rien faire? Et bien peut-être que justement c'est le moment de faire quelque chose. Voilà. Ce sera tout. Je suis Camille Le Boulanger, donc auteur de plusieurs romans chez plusieurs éditeurs maintenant. Et donc voilà, la dernière sortie est Utopia par les éditions AG, qui est, comme son nom le suppose, ce que j'appellerais une utopie, on va dire poliment éco-socialiste, dont les 2 principes fondamentaux, en gros, sont l'abolition de la propriété privée, dans son versant de propriété lucrative, contrairement à la propriété d'usage, ainsi que le concept de salaire à vie, salaire universel à la qualification personnelle, tel que Bernard Friot le propose. Bonjour Alice, je suis normalement, c'est pour moi à chaque fois de dire ça, mais philosophe, et j'ai travaillé sur la science-fiction et notamment donc une reconceptualisation de l'utopie politique dans la fiction, parce que on voit bien son versant politique quand on essaye de la faire passer dans le réel, et moi j'ai essayé de reprendre ça encore un coup à l'envers et de voir les effets politiques qu'il y avait à faire de l'utopie dans la fiction. Alors on va faire... il est coupé. Non, on va le laisser allumer. Donc une première question qui va être un peu plus d'ordre général. Donc, bon, le problème de l'utopie, voilà. Vous avez tous abordé, on va dire, sous un angle ou un autre, la notion d'utopie, sauf a priori, voilà. Donc on va essayer de trouver plus sur l'angle du rapport au progrès. Mais bon. On va partir sur l'idée de l'utopie, on reviendra après progressivement sur cette notion du progrès. Mais pourquoi aujourd'hui avoir choisi d'intégrer ou de réfléchir sur cette notion d'utopie? Est-ce que vous sentez qu'il y a un vrai besoin de nos jours? Est-ce que c'est une position? Voilà, quelle est votre motivation du fait d'avoir intégré ou d'avoir établi un champ de réflexion autour de cette notion d'utopie?
Moi, je suis partie des extrêmes en me disant qu'on était face aujourd'hui à une sensation d'être au pied du mur. Donc, au pied du mur, on a deux choix de bifurcation, en fait. Et ça va soit être le renoncement total à l'utopie, donc effectivement une sorte de constat désespéré et de je m'en foutisme total, donc tant qu'à foncer dans le mur, autant le faire de façon flamboyante. Et le parti pris de l'utopie radicale, c'est-à-dire ne plus reculer, ne plus être intimidé par l'utopie totale et démesurée, et y aller et créer des espaces complètement nouveaux, essayer de se réinventer en tant que société. Donc c'est ce besoin d'extrême que j'ai cru sentir dans notre époque qui m'a poussée à écrire à la fois le premier et le deuxième bouquin. Mais après, on n'est pas... Si, par exemple, en prolongeant par rapport au Philippe Lissier, dans le roman, vous opposez en fait deux formes de structure, qui est un aspect plus par rapport au monde de la piraterie, donc un côté plus libertaire, et l'autre société qui est beaucoup plus construite sur un système un peu plus rigide, dogmatique, autour de... Voilà, il y a un projet, alors je ne peux pas spoiler trop par rapport au livre, mais il y a un projet, qu'on va dire, plutôt d'essence transhumaniste. Et pourquoi voilà, cette envie de vouloir opposer ce deux types de conception de société? Je pense qu'il y a un lien qui peut être fait avec ton livre, en fait, c'est-à-dire que... Ouais, si, je te jure, je te jure. C'est-à-dire que dans les Flips, mais comme dans beaucoup d'autres livres, il y a cet idéal collectif qui s'oppose à un moment donné la rébellion individuelle. Et ce que j'ai compris de ton livre, même si je n'ai fait que le feuilleter, c'est qu'il y a un projet en fait pour ce personnage principal, un super projet qui sur le papier il est impeccable en fait, mais individuellement va se heurter à un parcours individuel qui lui a décidé de bifurquer complètement, quoi. C'est génial, tu parles très bien de mon livre, je te remercie beaucoup. Surtout, comme tu l'as pas lu, c'est encore meilleur. Non, mais au contraire, ça te donne une objectivité qu'on n'a pas quand on l'a lu. Donc, oui, effectivement, le roman, pour en parler, se base sur l'idée d'une utopie qui existe à la base, mais qui va capoter à cause de... Enfin, capoter ou pas, on ne sait pas, mais à cause de du sentiment d'un individu de ne pas se retrouver dans cette utopie. Bon, évidemment, c'est une utopie un peu particulière parce que ça n'est pas une utopie qui est faite, par exemple, on parlait de consensus un petit peu avant de commencer, ça n'est pas fait sur le consensus, c'est vraiment une utopie issue du désespoir. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'autres solutions? Eh bien, est-ce qu'on n'est pas obligé, est-ce qu'on ne doit pas contraindre les individus à faire certaines choses pour sauver ce qui peut l'être? Alors, c'est pas vraiment dit comme ça, on se dit pas que c'est une utopie, on se dit que c'est hyper coercitif, et c'est d'ailleurs le sentiment du personnage. Mais moi, je trouve que c'est aussi une question essentielle à se poser dans l'utopie. On doit choisir le type d'utopie. Et pour la choisir, c'est aussi en fonction de ce qui reste, de ce qu'on a, des moyens qu'on a. Les moyens qu'on a étant parfois très limités, et on est parfois obligé de faire des choix qu'on n'aurait pas fait au niveau collectif. Donc là, en fait, j'ai choisi une utopie qui se présente comme coercitive, parce que certaines utopies ont besoin, peut-être, justement, de l'être, quand on n'a pas tous les moyens à sa disposition. Il ne reste pas grand-chose, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste? En fait, c'est parce qu'il faut quand même qu'on avance, qu'on espère. Et là, ce qui reste oblige à une forme d'écrasement de l'individu que certains peuvent apprécier, dans lequel certains peuvent tout à fait se reconnaître, et d'autres pas du tout. Voilà, c'est un petit peu l'idée de... Alors, c'est une utopie un peu particulière. Est-ce qu'on peut justement... Non, mais il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut lui accoler le terme techno-utopie?
Puisqu'il y a une dimension quand même très technologique. Oui, parce que ça se passe dans l'espace, donc ça se passe dans une station spatiale. Donc effectivement, oui, il y a un côté, mais ça n'est pas. À la limite, ça aurait pu se passer dans un autre lieu. Ça se passe dans l'espace parce que dans cette histoire, comme on le disait tout à l'heure, c'est post-apocalyptique, donc la Terre n'est plus habitable, l'humanité n'existe plus. Donc on a essayé de trouver un autre espace dans lequel recréer cette utopie, ce qui est assez classique. Paf, on la met au-dessus. En l'occurrence, c'est en orbite autour de la Lune, mais ça pourrait être ailleurs. Donc là, c'est vraiment... oui, ça pourrait être considéré comme une techno-utopie, par certains aspects. Enfin, j'ai pas histoire de résumer grosso modo, mais pour moi, il y a l'idée, effectivement, des utopies qui peuvent amener à un côté très technophile. Et on utilise le progrès. Je pourrais évoquer juste en référence Bellamy au 19e siècle, avec Looking for Backward. Voilà, je suis en train de... Ouais, Backward. Qui est une techno-utopie typique du 19e et qui s'opposait par exemple à Butler ou ce genre d'approche utopique qui est plus, on va dire, sociale. Et par exemple, effectivement, Camille, a priori, tu t'inscris beaucoup plus dans ce type d'approche utopique. J'essaie de rebondir en fait, hein, vous inquiétez pas, on va arriver jusqu'à l'utopie radicale. Mais l'idée, c'est juste d'arriver à bien distinguer le fait que l'utopie n'est pas monolithique en termes de structure, et qu'il y a deux grandes familles. Il y a celle qui va utiliser la science, le progrès, les applications technologiques pour nous imaginer un futur radieux, et une approche qui est beaucoup plus, on va dire, sciences humaines pour le coup, qui est une réflexion sur comment fonctionne une société qui pourrait être de nature utopique. Et Camille, je pense que tu as des choses à nous dire par rapport à ton propre livre et ta propre approche justement de l'utopie. Oui, alors. Oui. Donc voilà, donc oui, c'est une utopie sociale. Moi, le choix, entre guillemets, de l'utopie littéraire, c'est un processus qui a pris plusieurs années, notamment... après la publication de mon roman Malboire, qui était le dernier roman post-apo que j'ai écrit, qui est paru aux éditions La Talente en 2018, je me suis rendu compte que je ne voulais absolument plus toucher à ça parce que il me semblait que d'un point de vue politique c'était inefficace et même globalement nocif dans la mesure où ça provoquait une sorte d'habituation dans les consciences, qui nous amenait à se dire de toute façon c'est foutu, et finalement à une sorte de nihilisme politique qui me déplaît beaucoup. En cela, moi je sais que tu ne l'aimes pas beaucoup, mais je trouve cette idée assez bien mise en scène dans le film de Brad Bird, Tomorrowland, à la poursuite de demain en français. Pour ce qui est de l'utopie, moi je me réfère assez à une définition donnée par Frederick Jameson, qui est un chercheur en littérature américaine, qui a publié une somme sur l'utopie, qui a été reparu en français il n'y a pas longtemps aux éditions des Prairies Ordinaires. Non, c'est les Prairies, enfin c'est dans Amsterdam, mais c'est les Prairies. En fait, il se réfère à une phrase du philosophe Darko Suvin, qui est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur la SF, qui dit que l'utopie est en soi le sous-genre politique de la science-fiction. C'est-à-dire que c'est le sous-genre qui traite des organisations sociales. Donc en suivant ce fil, on arrive à l'idée que l'utopie, c'est de penser, d'imaginer que l'organisation politique pourrait être meilleure. Ce terme, ce concept a deux opposés mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il a ce qu'il appelle un note, un nom. Donc le nom utopie, c'est ce qu'on appelle couramment la dystopie. Alors ça, je vous laisse choisir vos préférés, hein, voilà, de Hunger Games à je sais pas, Divergente, voilà, tout ce que vous voulez. Donc la dystopie, c'est postuler que l'organisation politique pourrait être pire que ce qu'on a. En fait, ça provoque chez nous, chez les lecteurs, un sentiment de « Ouf, c'est pas comme ça. Heureusement que je vis aujourd'hui. » Vous voyez la petite différence. Donc ça, c'est la non-utopie. Et donc, il propose aussi le concept d'anti-utopie.
qui n'est pas tout à fait la même chose, qui est l'idée que la projection utopique par elle-même est nocive. Et ça, en fait, c'est concrètement les deux textes vraiment les plus connus de ça, ça va être 84 d'Orwell. Et Le meilleur des mondes d'Huxley, on a aussi le texte russe dont j'oublie le nom. Zamiatine. Voilà, mais c'est Zamiatine. Voilà, donc ça c'est des anti-utopies, c'est-à-dire que l'utopie en soi est mauvaise. Et donc face à ça, le non anti-utopie, c'est l'anti-anti-utopie. Voilà, et c'est dire que en fait la production d'utopie est en soi extrêmement positive et est une bonne chose. Et voilà, sur la question de progrès, moi j'aurais tendance à pour le coup différencier assez nettement la question du progrès technique la question du progrès social. Mais ça, je pense que tu en parleras mieux que moi, Alice. Je sais pas, mais en tout cas, je veux déjà rebondir sur ce que tu viens de dire. Après, je rebondirai dans l'autre sens sur l'anti-utopie et que Orwell et Huxley seraient des textes anti-utopiques. En fait, pour moi, l'anti-utopie, c'est une idéologie, justement. C'est de dire que l'utopie en tant que telle, le fait même d'imaginer quelque chose de meilleur, de projeter des images meilleures pour essayer de transformer le réel, on va dire, est dangereux. Donc en fait, et de fait, l'anti-utopisme peut se trouver autant de droite que de gauche. C'est-à-dire que du côté de la réaction, par exemple, on peut dire que l'utopie mène forcément au totalitarisme, c'est vraiment dangereux, ou au contraire, c'est une illusion, ça sert à rien, etc. Ou à gauche, dire qu'on a besoin, il faut surtout pas rêver à autre chose, il faut lutter ici et maintenant. Donc moi je ne dirais pas que Orwell ou Huxley ont fait de l'anti-utopie, ils ont fait des contre-utopies, mais bon, pareil, ce terme je l'emploie pas trop, ou des dystopies, parce que dans leur roman, il n'y a pas forcément en soi la critique d'une notion d'utopie qui aurait mal tourné. Enfin non, Big Brother, je suis pas sûr que dès le départ il ait souhaité le bonheur de toutes et tous. Peut-être plutôt à Huxley qu'à 80. Donc du coup, pour moi, l'anti-utopisme n'est pas une notion littéraire, par exemple. C'est pas un genre littéraire, c'est vraiment une idée politique, quoi. Enfin, c'est vraiment un avis sur la question d'utopie. Ensuite, sur la question à la base sur pourquoi traiter de près ou de loin de l'utopie aujourd'hui. Et là, je rejoins aussi un peu ce que dit Camille parce que vous avez tout dit en fait, sur l'état du monde aujourd'hui et sur ce qu'on trouve aujourd'hui dans la science-fiction. Et en fait, moi, ce qui m'est apparu, c'est qu'il y avait finalement une disparition de la fiction. Il y a non seulement ce truc d'habituation à oui, le mur est là et on va se le prendre bien violemment et puis bon, tant pis, soyons flamboyants ou pas, mais il y a une espèce de disparition entre ce qui est proposé, anticipé, etc. et ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'il y a un peu un sentiment et d'habituation et de, en fait, tout ce qu'on nous montre, les Hunger Games et les machins, en fait. Alors certes, on n'a pas des districts comme ça, mais les problématiques qui sont traitées, bon certes, on n'a pas encore des jeux où on envoie des gamins se trucider les uns les autres, mais enfin en tout cas les problématiques traitées existent déjà. Time Out sur les classes sociales, enfin la lutte des classes, enfin bref, toutes les dystopies traitent de problèmes qui sont finalement très concrets aujourd'hui, qu'on vit, qui n'ont pas le même visage, je dirais, mais qui enfin, voilà, il y a plus cette force de la SF qui pour moi réside vraiment dans cette capacité à nous faire sortir de nos petites pantoufles, de nos gonds, à s'étrangéiser. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de rapport à l'étrange ou au nouveau ou au différent dans beaucoup d'œuvres, parce que voilà, on s'est habitué, ces images, on les connaît et elles produisent politiquement, leur effet est assez parfois soit anodin, soit complètement en fait nocif. C'est-à-dire que soit on n'a plus envie de lutter, on se dit c'est plus la peine, soit en fait on sait même plus pourquoi lutter, tellement on manque d'images de possibles alternatives, etc. Donc c'était l'utopie et moi j'ai essayé de redoubler la donne en la qualifiant de radicale. Pour moi c'était justement de revendiquer à nouveau des espaces imaginaires où on peut sortir du conformisme, du consensus et de développer des choses nouvelles et différentes.
Alors du coup, vu que mon cerveau commence à bien refonctionner, non, je vais faire en fait un sorte d'écho par rapport à l'exposition qui justement essaie d'évoquer les 6 siècles d'histoire. Donc en partant d'Utopia de Thomas More, qui est la première racine vraiment de l'imaginaire. Donc moi je qualifie futuriste, parce que la science-fiction est un élément qui intègre une plus grande histoire. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en avant dans l'exposition. Du coup, l'intérêt de pouvoir aborder la notion utopie-progrès, puisque c'est une problématique qui apparaît donc, dès Utopia. Mais je voudrais revenir du coup, rebondir, en n'étant pas avocat du diable, mais en posant la question en fait d'une notion qui moi m'est très chère, qui est la notion de veille prospective, notamment défendue par Bronner. Ah oui. Non, mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. C'est si vous voulez, par rapport à la notion qu'a pu aborder Alice par rapport à cette notion d'utopie, du fait de pouvoir réinjecter une approche différente dans l'imaginaire de la SF. Si on part sur le principe de la veille prospective, c'est simplement, comme Bronner pouvait l'expliquer ou comme autre auteur, c'est on utilise toutes les données, tous les paramètres de notre société au niveau des évolutions, au niveau du constat, et à partir de là, on peut concevoir, on va dire, une forme d'avenir, un terrain. Si aujourd'hui on considère que tous les indicateurs sont au rouge, la case post-apo, parce que j'ai travaillé là-dessus, est effectivement une case un petit peu incontournable. Et là, on a 2 exemples de romans qui vont construire une réflexion autour de, on va dire, pas de l'utopie, mais du rapport progrès, comment on peut vivre au sein d'un système, comment on peut opposer des systèmes. Mais on utilise une base qui est forcément le post-apo, c'est-à-dire une terre qui est abîmée. Et il y a énormément de fiction depuis, on va dire, au moins une vingtaine d'années, qui utilisent le terreau post-apo pour pouvoir envisager d'autres formes de société. Comme si on devait, comme si on ne pouvait sortir aujourd'hui du système actuel que par son effondrement. Et qu'on ne peut reconstruire que sur ses cendres. C'est une vieille thématique, je pourrais ramener sur les années 70, et en fait parce que je voudrais évoquer au moins 2 exemples sur lesquels on pourra rebondir sur la notion d'utopie réaliste. C'est Nausicaa d'Hayao Miyazaki et Simon du Fleuve d'Auclair, bande dessinée des années 70, qui ont vraiment au cœur une réflexion qui est effondrement du monde, développement ou mise en place d'une utopie, mais une utopie réaliste qui n'est pas dans son lieu nulle part, c'est-à-dire isolée du reste du monde, mais qui est obligée de se confronter à la réalité du monde, qui est une réalité dure. L'exemple dans Nausicaa, c'est une vallée qui a réussi à créer une structure de société qui est équilibrée avec la nature, qui a été fortement abîmée depuis la destruction du monde, et il y a l'intrusion des armées Tolmec, et là c'est l'extérieur qui vient faire intrusion au sein de l'utopie, donc qui va provoquer un cycle d'aventure et de réflexion. Et idem chez Simon du Fleuve, où à un moment il est mis en place, puisque c'est les années 70, donc c'est les utopies retour à la Terre. Et simplement, on a une scène qui est géniale dans le 4e album, où il y a une communauté agro-pastorale qui vit son utopie. Et simplement, à un moment, il y a des bandes de pillards qui arrivent, et les bandes de pillards donc, traversent le pays, ravagent, et simplement les gens se sont repliés dans une cachette, puis reviennent, et c'est un peu comme l'idée du roseau qui se plie mais qui ne rompt pas. Donc on est dans ce cadre-là. Simplement pour revenir donc sur la notion, c'est qu'aujourd'hui, la veille prospective, si on y fait attention, si on prend toutes les données, on a un avenir extrêmement sombre. Donc quand Alice évoquait la question de sortir de cette imagerie qu'on a extrêmement, le post-apo qui est extrêmement présent depuis une vingtaine d'années sous différentes formes, je pose la question du coup, pourquoi avoir ce besoin effectivement de réintroduire une notion d'utopie, de changer les règles, d'envisager une société qui puisse, on va dire, au niveau d'une justice sociale ou à cet ensemble-là, alors que tous les paramètres sur notre avenir sont extrêmement sombres. Et simplement, moi, je suis très marqué par la notion d'urgence climatique. Et l'urgence climatique aujourd'hui, elle affectera l'intégralité de la société. Donc on peut effectivement concevoir des utopies à un moment ou à un autre dans notre avenir, qu'ils soient sur les cendres de la destruction ou non, mais il y a un moment où on a un problème général. Donc ce que je voudrais poser vraiment comme question, au cœur de toute cette réflexion,
C'est pourquoi, voilà, est-ce que le fait de pouvoir aujourd'hui retravailler sur des notions d'utopie, comme Camille proposait, une structure où on revisite vraiment, on repense autrement la société, est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce que c'est un vrai besoin salutaire par rapport à nos imaginaires pour essayer de concevoir autrement les choses, sachant qu'on a quand même donc un mur du futur qui nous pose problème. Et comment on arrive à concilier un petit peu voilà, ces éléments. Un début de réponse, pour moi, c'est, je faisais des ateliers d'écriture avec des étudiants en école d'architecture qui font une formation qui s'appelle transformation. Donc ils apprennent, au lieu de construire des nouveaux trucs avec des matériaux tout pourris, ils apprennent à transformer l'existant, etc. Et on faisait justement des ateliers, non pas de prospective, mais vraiment de narration spéculative, donc de fiction et tout ça. Et on essayait de leur dire, bon, on va pas tomber dans la dystopie, on va essayer quand même de faire des fictions un peu émancipatrices, etc. Et en fait, 90% du temps, pour que une société un peu chouette naisse, ils avaient besoin d'éliminer genre 90% aussi de la population mondiale. Donc pas de problème, hop, on n'est plus que 100 000 sur Terre et tout va bien. Et sauf que en termes d'espoir en l'avenir, ça veut dire beaucoup de faire ça. Ça veut dire qu'en fait là on est tous d'accord pour dire que c'est plié et qu'il n'y a plus rien à faire. Or, et moi, je sais pas, pour moi, c'est vraiment des formes de schémas mathématiques. C'est-à-dire qu'à un moment, si on ne fait que projeter telles images, si on ne fait qu'employer tel mot, tous les autres disparaissent et c'est sûr qu'ils n'existeront jamais, puisqu'on ne les aura jamais formulés. D'où la nécessité, en fait, de... Alors, voilà, les curseurs sont au rouge, les catastrophes climatiques, sociales, économiques, tout ça, on est en plein dedans et ça va s'intensifier. Mais pour autant, et c'est là où c'est dur en fait, il faut arriver à formuler ces choses qui ne sont pas visibles ailleurs. C'est notre job en fait de les formuler et de dire si en fait ça pourrait se passer comme ça, et pourquoi on ne pourrait pas imaginer une société, en tout cas une planète de 7 milliards, 8 milliards, 10 milliards d'individus faite de plein de sociétés différentes où ça fonctionnerait, où tout en prenant en compte tous ces marqueurs-là. Hein. Donc il y a vraiment, pour moi, l'utopie, parce que c'est un cadre conceptuel, parce que c'est une notion, parce que ça représente quelque chose du voyage, autant que d'une proposition de transformation du réel. Dans l'utopie, il y a quand même beaucoup de choses. Ça reste la seule forme qui peut subversiver, j'ai envie de dire subversiver, qui peut subversiver nos visions du futur. Et ça ne veut pas du tout dire être irréaliste en fait. Au contraire, c'est être très au courant de ce qui se passe, mais de se dire en fait il y a peut-être une solution, c'est de changer nos façons de voir les possibles, les alternatives, etc. J'avais envie de faire un lien entre ce que tu dis et la question de la veille prospective. Alors même si c'est un peu mon cauchemar parce que j'ai aucun bagage scientifique. C'est pas du bagage scientifique. Il y a eu une table ronde hier en fait où j'étais dramatiquement larguée en fait parce qu'il y avait un spécialiste des glaces et moi je suis spécialiste de pas grand chose. Donc en termes de veille prospective, moi je suis un peu un parasite de la veille prospective, c'est-à-dire que je récupère ce que je dis l'écume en fait, c'est-à-dire ce qui inquiète les scientifiques et ce qui inquiète les médias, en fait, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est ce que les gens retiennent de cette inquiétude-là, en fait. Donc, en gros, ce qui passionne les gens ou ce qui les inquiète et ce qui vont susciter les engueulades de demain, c'est ce qui m'intéresse quand j'écris des bouquins. Ce que j'ai cru en comprendre, en retenir, c'était un genre de ras-le-bol. Et tu parlais d'éléments perturbateurs dans la vallée, etc. Moi, j'ai l'impression que l'élément perturbateur, finalement, c'est un prétexte et que ce qu'on veut voir advenir, c'est la fin du monde tel qu'on le connaît. Et au lieu d'une responsabilité vis-à-vis du chaos et de l'utopie, de se dire est-ce qu'elle doit être consensuelle, coercitive, etc., j'ai l'impression qu'on se dit surtout, pourvu qu'elle arrive, qu'on a assez marre du monde tel qu'il est et qu'on cherche au contraire à se décharger de la responsabilité de le réinventer, qu'on voudrait surtout voir advenir une table rase. C'est ce qu'on appelle le coup de pied dans la fourmilière en fait, et j'ai l'impression que c'est pour ça aussi qu'on voit éclore de nombreuses dystopies, utopies, en tout cas des post-apos comme ça, tous plus déjantés les uns que les autres, et c'est pour ça que j'ai voulu faire un truc assez
optimiste aussi, parce que j'ai l'impression que finalement, pourquoi est-ce qu'on a des post-apo tristes alors que tout ce qu'on veut, c'est pouvoir recommencer, monter sur des chars d'assaut, lancer des feux d'artifice et se réinventer complètement en dehors de nos carcans subis, et en tout cas éprouvés comme subis. Et c'est vrai du coup que c'est pour ça que j'ai l'impression que l'utopie peut parfois s'essouffler, parce que j'ai l'impression qu'on est confronté à une fatigue politique généralement, en fait, qu'on n'en peut plus de la complexité que c'est de devoir faire des utopies consensuelles, et en fait, et qu'au bout d'un moment, on est soit tenté par l'utopie coercitive, donc en gros la dictature, le totalitarisme, etc., et que ça finit par devenir presque tentant, parce que bon, au bout d'un moment... Voilà, non mais... Ah mais je... on observe quand même mondialement, c'est vrai, une tentation du totalitarisme. Oui, non, c'est sûr. Et à côté de ça, ouais, des espaces... T'as bien fait de reformuler, je crois. Mais donnez-moi un peu de crédit pour l'amour du ciel, quoi, je veux dire. Je suis pas en train de... Bref. Non, parce qu'au bout d'un moment, quand même, les libertés civiques, bon... non, mais c'est... Non, je veux dire... choper l'uniforme, en fait, une idéologie comme ça sur mesure dans laquelle on pourrait tous se fondre et comme ça et oublier notre propre développement, notre propre cheminement politique, c'est quand même tentant pour pas mal de gens, je pense. Et c'est pour ça que dans plein de post-apo et de dystopies, les gens finissent tous par agiter des petits drapeaux et envoyer des enfants se faire trucider, quoi, parce que c'est en gros l'oblitération de l'esprit critique et de voilà. Et à côté de ça, on a l'utopie, mais qu'est-ce que c'est fatigant aussi, donc j'imagine que les gens sont tous dans l'attente d'un événement, comme disait Baudrillard, qu'il se passe quelque chose, n'importe quoi, pourvu que ce soit plus la réalité, quoi. Oui. Je trouve très intéressante ton analyse. Effectivement, alors moi j'ai pas forcément exactement la même, mais c'est vrai qu'on constate, oui, une montée des envies de totalitarisme, parce que peut-être parce que c'est plus simple, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais moi, ce que je trouve particulièrement nécessaire, bien sûr, c'est les utopies radicales, on est d'accord, mais de donner le sentiment. Je te rejoins sur le fait que ce qui importe, c'est aussi la manière dont les gens le reçoivent, hein, c'est la réception. Mais c'est de donner le sentiment que même quand on croit que rien n'est faisable, c'est précisément là qu'il faut agir. Et je trouve aussi que, comme tu le disais, voilà, on a le sentiment qu'on peut plus vraiment faire grand-chose. Que tous les feux soient au rouge, ok. Mais il y a aussi le fait qu'il y a tellement de paramètres que... Et nos sociétés restent quand même assez diverses, hein, sur l'ensemble de la planète. Envisager une utopie, ça ne peut pas être à l'échelle planétaire, parce qu'on est tous trop différents. Et ça peut susciter ce sentiment d'impuissance, tout simplement. Et moi, ce que je trouve essentiel maintenant, c'est de partir de ce sentiment d'impuissance pour le retourner, pour se dire... oui, on peut plus rien faire, on est complètement bloqué, mais en fait si, parce qu'on sait qu'on doit faire quelque chose et qu'on le fasse. Et ce que je trouve le plus gênant effectivement dans les dystopies, c'est ce sentiment, voilà, on peut plus rien faire, ça y est, tout est foutu. Mais aussi dans les utopies, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un petit peu comme un espoir fallacieux aussi. Ça peut inciter à une forme d'inaction. Ah oui, non, mais ça c'est de l'utopie, ça peut pas exister. Et il me semble que il s'agit, l'enjeu pour moi, hein, c'est comme ça que je perçois la chose, c'est vraiment de redonner cette envie d'agir, précisément parce qu'on a le sentiment qu'on ne peut pas agir. Et quelque part, c'est quand on est complètement au pied du mur, quand on est acculé, c'est là qu'on se dit finalement il faut faire quelque chose. C'est pas seulement de foncer dans le mur de manière flamboyante ou pas. Non mais tout à fait, hein, c'est bien sûr on a cette tentation, mais on est au pied du mur et finalement quand on y est vraiment au pied du mur, quand on est au bord de la mort, quand on est au bord de l'extinction de l'espèce, quand on est au bord de toutes les horreurs qui peuvent nous attendre, c'est là qu'on se dit on croit que c'est trop tard, mais on va quand même agir. C'est une espèce de vrille de l'esprit qu'on retrouve dans les grandes périodes de notre histoire. C'est ce qui est particulièrement humain. Je me souviens, c'était dans un essai, j'ai oublié le nom de l'auteur, ça s'appelait « Un si fragile vernis d'humanité ». Je crois que c'était Terestchenko qui avait écrit ce bouquin. Et c'était dans des conditions particulières, hein, c'était au moment de la guerre, de la Deuxième Guerre, et les personnes qui s'étaient décidées à soit
passer d'un côté, soit passer de l'autre. Tout d'un coup, elles sont face à une situation et elles vont sauver une personne ou elles vont au contraire l'enfoncer. Et je pense que on arrive à un moment où c'est comme quand on est, je sais pas moi, on est un rat prisonnier au fond d'un piège et que et l'eau monte. Eh ben, on fait quelque chose. Et il me semble que au-delà des utopies et des dystopies, il y a cette urgence. Et bon, moi, c'est ce que j'ai voulu essayer de montrer aussi. On peut, justement, quand on est acculé, quand on est au fond, quand on est au bout, complètement au fond du trou, c'est là qu'on peut tenter un truc. Bon, c'est pas forcément le bon, mais on tente quelque chose, quoi. Voilà. Donc moi, c'est plus cet aspect-là qui me donne encore un peu d'espoir, même face aux envies totalitaristes qui nous environnent. Il y avait une question que je voulais poser à Camille, justement, mais je sais pas, peut-être que ça recoupe ce que tu allais dire. Je suis désolée. Tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a vachement intéressée, c'était est-ce que tu as l'impression que les dystopies et les utopies sont irresponsables politiquement parce qu'elles désengagent le public du présent, de la réalité? Tu disais ça pour les dystopies, mais je me demandais si c'était aussi valide pour les utopies. Peut-être que j'ai mal compris ton propos aussi. Irresponsable, je dirais pas ça. Je pense que, pour utiliser un gros barbarisme, la dystopie, puisque c'est une projection, il y a un côté rassurant dans la dystopie, en fait, on est plus du tout effrayé par la dystopie. Voilà, on est là, c'est un doudou, quoi. C'est genre, dis donc, c'est pas facile, elle est dans une arène avec des flèches de feu. Comment elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle va finalement sortir avec le mec qui a un nom de fast-food ou avec l'autre? Enfin, tu vois, il y a un truc... On n'est pas vraiment dans une réflexion politique très poussée, quoi. Je sais pas, j'aime bien Hunger Games. Et je pense que, en fait, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, l'habituation aux formes dystopiques nous désempuissantise politiquement, parce que ça nous habitue à nous contenter, à nous satisfaire de la merde. Voilà, parce que je pense qu'on peut le dire à un moment, on est dans un moment politique quand même extrêmement intense et compliqué en ce moment, et en fait, en vrai, c'est la merde, quoi. Et c'est pas en se disant, bah ça pourrait être pire. Et imaginez, ça pourrait être plus la merde, parce que ça s'appelle le discours du barrage républicain. Ça marche super bien, hein, on est tous d'accord. Alors je vais me risquer à une pirouette sémantique et herméneutique très risquée devant vos yeux. Je pense que l'utopie est un genre de contraire de l'espoir. Je crois pas du tout à la catégorie de l'espoir comme une projection désincarnée vers l'avenir. Moi, je pense au contraire, l'utopie, c'est une position très matérialiste, en fait, et qui s'incarne dans le présent, qui s'incarne dans les choses qu'on possède, dans nos forces déjà là, comme dirait l'autre. Et donc du coup, pour moi, ça c'est pas du tout un espoir. C'est pas. Enfin, je reviens. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de l'international. L'international, c'est groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Et donc, il y a vraiment cette idée que c'est du futur simple de l'indicatif, hein, et c'est un temps de l'indicatif qui exprime une action qui va arriver dans le futur et qui est certaine. On n'est pas au conditionnel, l'international pourrait être le genre humain, c'est-à-dire qu'on a cette certitude. Et moi, pour moi, la certitude, c'est le contraire de la croyance, et pour moi, l'espoir relève de la croyance. Je voulais juste rebondir un peu sur ce qui a été dit sur le post-apo et les petites sociétés et tout ça. C'est vrai qu'il y a cette tension dans certains textes utopiques d'ailleurs, et effectivement dans beaucoup d'œuvres post-apocalyptiques, à faire en gros des théories soit de l'enclave, c'est-à-dire voilà, la vallée du vent dans Nausicaa, ou j'en sais rien, la communauté, le beau village entouré par des hordes de zombies dans The Walking Dead par exemple. Donc les dernières enclaves d'humanité qui subsistent péniblement, et ça lié, enfin où l'idée de table rase,
Donc en gros effectivement tout a cramé et sur les cendres du monde quelques êtres humains sur les boîtes machin etc. La question de est-ce que depuis des enclaves on peut recréer du macro, c'est une question politique très complexe et où je me risquerai pas là comme ça parce que moi je veux bien dire ZAD partout, mais en fait le problème c'est que je vois pas comment ZAD partout ça s'amène à tout ZAD. Mais on peut en parler quoi, mais il y a un truc où je me dis ZAD partout ça reste quand même des petits îlots et du coup une pensée un peu archipélagique, voilà. Et il y a un truc en SF moi que je trouve ça procède pour moi d'une manière d'un procédé littéraire que je sais plus où j'ai piqué un concept quelque part, je sais plus où, le concept de réduction de monde. C'est-à-dire que le post-apo, c'est vachement facile pour proposer d'autres sociétés, parce qu'en fait, on a 50 pélos. Voilà, donc c'est vraiment facile. Parce que du coup, les rapports peuvent être incarnés, et c'est un peu la même chose dans, je sais pas, les trucs de vaisseaux générationnels, où voilà, en fait, on réduit le monde à une enclave, et ça nous permet finalement de rechercher plus efficacement, parce que, en fait, on s'épargne la question de la masse. Et en même temps, on s'épargne la question de la division du travail de masse. Et on s'épargne la question collective. On s'épargne beaucoup de questions, en fait. Voilà, soyons clairs. Et je trouve qu'en Space Up, et ça, peut-être Alice, tu pourras nous en dire quelque chose, j'ai l'impression que dans le Space Up, on a à la fois un mouvement inverse, c'est-à-dire que là où dans le post-apo, on a une réduction par la petitesse. En fait, j'ai l'impression que dans le post-apo, on a une réduction par le gigantisme. Dans le space opéra, où en fait, en présentant des planètes idées, voilà, genre une planète océan, une planète communiste, une planète fasciste, en gros, voilà, en fait, ça nous permet, c'est le même mouvement narratif pour moi, mais effectivement, pour le coup, dans la question de la multitude, mais pas de la masse. Oh, c'est palpitant, ça nous réveille bien cette petite discussion, c'est très bien. Mais ce que, déjà, de partir un constat avec vous, c'est quand même fou. On est quand même aujourd'hui, on se connaît pas, mais on se retrouve tous pour dire ah ouais, le monde est vraiment pourri. Comment on fait pour faire quelque chose, voilà, c'est quand même assez, voilà, c'est marquant. Mais du coup, en vous écoutant, je trouve qu'il y a vraiment en fait une question qui traverse nos ouvrages. Respectifs, c'est vraiment pas la question de l'utopie en termes soit d'espoir, soit de trucs idéal et de choses lointaines et projetées. C'est vraiment la question de l'utopie en tant que pratique et tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, ça pose vraiment la question de l'action politique. Et il y a la philosophe Hannah Arendt, je sais pas si vous la connaissez, mais elle fait du bien à lire, surtout dans ces périodes troubles où justement on ne sait pas trop comment agir politiquement. Elle parle justement du miracle de la politique et qu'il y a quelque chose de hautement improbable, c'est sa formule. La politique, c'est quand il y a quelque chose de hautement improbable qui arrive. Et moi, qui aime bien jouer sur les mots, pour moi, hautement improbable, bim, il y a science-fiction dedans, bim, il y a l'utopie. Et je pense que c'est vraiment cette question de l'action politique qu'on pose depuis le départ et que... même si c'est de l'imaginaire, même si c'est de la fiction, etc., il y a vraiment... un livre, ça vaut un point levé, en fait. Oh, dimanche matin. Que faire? et sur la question du space opéra, oui. Moi, ce que j'aime dans l'utopie, en tout cas, c'est justement la capacité à s'autoriser à penser... en grand et à des échelles très importantes, et c'est ce que je reprochais un peu à mes petits étudiants justement qui, sans problème, en effet, éliminaient toute la population et construisaient, parce qu'ils étaient en architecture, donc il y avait quand même des questions d'architecture à la base, mais voilà, à la petite échelle, etc. Et je pense qu'on a... Parce qu'on a ce mur, parce qu'on a le réflexe de se recroqueviller sur nous-mêmes, parce qu'on est tous là en mode est-ce que je peux construire un bunker dans mon appartement, est-ce que c'est faisable ou pas, faire des réserves de
de conserve et autres, apprendre à tirer, passer son permis de chasse. Enfin, bon, on est un peu dans ce truc, est-ce qu'il faut se préparer à l'apocalypse comme nous y préparent les Walking Dead et tout. Moi, j'avais commencé à regarder ce truc, j'ai arrêté, je devenais folle. Enfin, j'étais là, je marchais dans les rues, est-ce qu'il faut mieux s'installer au-dessus du McDo parce qu'il y aura des frites à manger, ou il faut mieux aller... je sais pas, enfin, donc j'ai arrêté. Vraiment, ça appuyait sur un air pas du tout sain. Et bon, je sais plus où je voulais aller avec tout ça. Mais voilà, la question de l'échelle. Et du coup, oui, le space opéra, il peut y avoir cette tendance à faire une planète, une idée, etc. Mais malgré tout, on retrouve une échelle où on peut parler infrastructure, on peut parler technique et technologie, parce que, voilà, tu disais, soit on est technophile, soit on est technophobe. Et moi, j'aimerais peut-être on peut s'autoriser à imaginer des choses où justement en fait la technique est tout autre, si bien qu'il n'y a pas à être technophile ou technophobe, parce qu'on est dans un environnement où en fait il n'y a pas de GAFAM, il n'y a pas de technologie qui fonctionnerait sans comment on appelle ça, les trucs de carte à puce, l'extractivisme. On pourrait imaginer une technologie qui n'a pas besoin de mettre à sac un environnement pour fonctionner. Donc je pense que l'imaginaire justement nous permet d'aller dans ces territoires complètement inconnus, peut-être improbable et impossible, mais qui néanmoins, je pense, devrait être imaginé. Pour répondre à ta question, je crois que tu allais au McDo. Mais alors, c'est parfait, Alice, parce que tu as généré la transition. Parce que nous sommes arrivés à un consensus, c'est qu'il y a urgence en termes d'action politique, que ce soit par la fiction ou dans le réel. Nous sommes tous d'accord. Et maintenant, on va pouvoir aborder, on va dire, le deuxième pendant, le deuxième mot de cette conférence, qui est le progrès. Et donc, par rapport à cette urgence de l'action politique, qu'elle se fasse à travers la fiction ou un essai ou une réflexion, quel est donc du coup le rapport par rapport à la notion de progrès, d'application technologique? Est-ce qu'aujourd'hui, notre salut passera nécessairement par un usage technologique ou pour régler le problème de l'usage technologique avant? De quelle manière on peut réinvestir effectivement ce rapport au progrès, à l'aspect technique? Donc tu as déjà un petit peu effectivement évoqué 2-3 pistes. Donc maintenant j'aimerais bien vous interroger sur ce rapport-là. C'est est-ce qu'aujourd'hui l'action politique, pour atteindre une forme d'utopie de société un peu plus juste, passera par un rejet de ces aspects technologiques qui sont en train de nous pourrir la vie quand même? Ou bien est-ce que c'est une réutilisation, une captation de ça pour la détourner vers autre chose? Ou est-ce que c'est refus, acceptation, à peu près quel terrain sur lequel se placer par rapport à ça? Vas-y. Qui veut commencer? En fait, sur la question de la technologie, de la technique, je pense qu'avec un marteau, on peut, une faucille, on a un choix, on peut planter des clous pour faire une serre pour ses tomates, ou on peut péter la gueule à un voisin, quoi. Au-delà de l'image, je pense que un outil n'est pas en soi bon ou mauvais, quoi. Ça dépend lesquels, mais effectivement, un FAMAS, bon, d'accord, voilà. Quoique, pourquoi pas, enfin, on peut trouver des usages, peut-être. Pas d'appel à la violence, je condamne les violences. Mais, et donc, du coup, c'est un truc qui m'intéressait de travailler dans Utopia, parce que j'avais pas envie d'écrire un truc soit vraiment extrêmement technologique et effectivement où tout est réglé par la technologie et c'est formidable, machin, etc. Mais j'avais pas non plus envie de tomber dans une espèce de ludisme un peu pastoral, très réac, comme je sais pas, Barjavel par exemple dans Ravage, qui est un roman absolument horrible et d'un anti-progressisme à tout niveau. Enfin, je sais pas si vous l'avez lu. Justement, c'est pour ça qu'il est super intéressant à lire. Oui. Bon, faut aimer les littératures fascistes, quoi. Enfin, c'est voilà. Bon. C'est intéressant de voir comment il le présente. Comment oui. Ah non, ouais. Après, c'est un chouette roman, effectivement, mais bon, la fin, ça fait un peu froid dans le dos, quoi. Oui, mais en fait, je suis pas sûr qu'il l'ait vraiment fait dans ce sens-là. Je doute un peu. Oui, après, c'est la question de la réception. Au regard du reste de son œuvre et du moment de publication de Ravage de Barjavel en 1940, bon, je doute. Mais donc, j'avais envie dans Utopia de travailler à une société technologiquement
proche de la nôtre, et donc d'essayer de donner des interprétations de ce que ça peut être. Alors, il y a des téléphones que j'ai appelés de manière générale des terminaux, parce que je me suis dit que c'était le terme technique qui recouvrait bien ça. Donc il y en a toute taille, voilà, etc., qu'on utilise. Il y a des formes de réseaux sociaux, il y a des formes de forums, il y a des formes de, je sais pas moi, de transport, d'engins de transport, etc., mais qui du coup sont configurés différemment. C'est-à-dire que c'est l'usage qu'on en fait et la manière effectivement dont c'est conçu qui permet d'en faire un outil utopique et pas nécessairement un rejet, et aussi la manière dont les objets sont produits d'ailleurs. Mais voilà. Ça dépend ce qu'on veut faire avec un marteau. Sur l'idée de progrès, c'est vrai que ce que vous disiez me fait un petit peu réfléchir à ce que vous appelez en fait faire l'économie du nombre de la masse. C'est vrai que avec les flips ou avec avec pas mal de récits post-apo, on fait complètement l'économie de la question du nombre et de la diversité humaine en fait. Donc on prend, comme tu disais, un groupe de 50 personnes et on s'amuse à imaginer des petites relations interpersonnelles entre eux, c'est fun, c'est marrant. Bon, en gros, quoi qu'il se passe, c'est pas très très compliqué à gérer d'un point de vue ni narratif ni politique, quoi. Et peut-être que pour rebondir sur la question qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça avance, peut-être qu'il faut justement cesser de faire cette économie du nombre et réapprendre à fonctionner en tant que collectif avec tout ce que ça implique de prise de tête. Et pour reparler des ZAD, justement, je suis pas complètement d'accord. Enfin, si, en fait, je suis d'accord avec toi, mais ça cohabite avec une autre, pour moi, réalité qui est la ZAD, c'est peut-être aussi l'apprentissage, le réapprentissage de ce collectif-là. On commence à une petite échelle, même si la ZAD, en fait, c'est une petite échelle, ça veut pas dire que c'est homogène. Sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, c'était un groupement de plein de sensibilités politiques différentes, alors plutôt de gauche, c'est sûr, mais alors personne n'était d'accord. Enfin, je veux dire, ça s'écharpait, mais ça s'écharpait en fait dans une espèce d'idéal démocratique de on garde la parole pas trop longtemps, on essaie de se la passer, on fait en sorte qu'une personne qui a du mal à s'exprimer ait tout l'espace pour le faire. Enfin bref, on essaie de réinventer les règles du débat pour que chacun puisse s'exprimer, imposer ses limites, enfin pas imposer ses limites, mais en tout cas les discuter. Et donc en cela, pour moi, la ZAD est assez incontournable en tant qu'exercice social et démocratique. C'est essayer de faire fonctionner le collectif sans nier l'individuel et les petits groupements d'affinités. Il y avait une anecdote que je raconte parfois qui était rigolote parce que sur la ZAD, il y avait des carnistes et il y avait des véganes. Donc forcément, carniste c'était le terme qui était utilisé, j'utilise la terminologie de... j'essaie juste de les désigner, quoi, des mangeurs de viande, enfin en tout cas, oui. Ils se désignent comme... Oui, bon voilà, bref. Et il y avait une opération libération, parce que sur la ZAD, il y avait des vaches qui avaient été prêtées par un paysan, en fait, et du coup, des personnes qui étaient antispécistes, qui trouvaient ça monstrueux, parce que pour eux, c'était de l'esclavage, étaient allées libérer les vaches. Du coup, le lendemain matin, les vaches avaient disparu, et on soupçonnait un petit peu qui avait fait ça, donc il y avait eu pas confrontation non violente, à dire, pourquoi vous avez fait ça ? Parce que juste, c'est mal, pauvre bête, voilà, et tout, et donc, il fallait respecter les deux visions, il fallait se dire qu'est-ce qu'on fait de ces vaches, est-ce qu'on peut les laisser errer dans les bois, dans les marécages, enfin bref, est-ce qu'on leur a rendu, enfin bref, donc ça a suscité un débat, mais tout ça pour dire que sur la ZAD on essaie de faire fonctionner le territoire et on essaie d'avoir un but supérieur en fait aux affinités politiques, en essayant de faire fonctionner tout ça, et je me dis que je suis pas sûre qu'on puisse s'épargner en fait, je dis ça comme si c'était négatif, mais la ZAD, en tout cas, que pour moi, c'est un incubateur, une école, en fait, de la démocratie qui est incontournable. Voilà. Pour revenir sur le progrès technique, enfin sur l'aspect technique, alors c'est intéressant parce que, justement, tu parles plutôt de l'aspect humain, qui est évidemment inséparable de l'aspect technique. Pour savoir ce qu'on va faire avec le marteau, c'est l'aspect humain, évidemment. Mais il me semble qu'il y a un premier aspect qui est évident sur la technique, c'est qu'elle est actuellement propriété de certaines personnes. Elle n'est pas, la technologie n'est pas... Bon, on a
pratiquement tous des téléphones, mais la technologie qui permet de les créer, nous ne la connaissons pas tous, nous ne la maîtrisons pas, elle ne nous appartient pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il me semble que l'un des grands problèmes tient à ceux qui possèdent ou confisquent ces technologies, qui seront donc capables, à certains moments de notre avenir, proche ou lointain, d'en faire quelque chose pour leur usage. Et bien évidemment, ce sera encore une occasion de séparation des individus, d'une part par la maîtrise, mais d'autre part, bien sûr, par l'utilisation. Et pour revenir un petit peu quand même aussi à l'aspect utopique, la technique, souvent, est perçue comme la solution ultime. Il n'y a pas besoin de se fatiguer trop. De toute façon, on a toujours trouvé des solutions techniques à tous nos problèmes. On va bien se débrouiller. Encore une fois, quand on dit on, bien sûr, c'est pas soi, parce que soi-même, on n'est pas capable de le faire, mais ça va être je ne sais quel scientifique, je ne sais quel laboratoire, etc. Donc déjà, bon, ça, c'est des évidences, hein, mais il me semble que c'est important de les rappeler sur les aspects techniques qui nous attendent, parce que nous n'aurons pas non plus tous les savoirs techniques qui existent. Si il y a une séparation, on sait que des techniques ont été perdues dans l'histoire, de très nombreuses techniques, des choses absolument énormes. Quand on retrouve, je vais juste donner cet exemple-là parce que je le trouve toujours amusant, c'est les piles électriques. On a retrouvé des piles, ou quelque chose qui ressemble à des piles à Bagdad, je crois que c'était au 8e ou au 9e siècle. Quoi? Des piles au 9e siècle? Oui, non, j'invente pas. Hein. C'est pas de la fiction. Je sais plus si c'est le 8e ou le 9e siècle, mais enfin, c'est à peu près cette période-là. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Ce que je veux dire, c'est que la technique se perd, ne se transmet pas forcément. Il y a des questions de transmission. Et pourquoi je dis ça? Parce que justement, s'il y a une séparation des individus par la technique, certains disposeront de techniques qui leur permettront de faire des choses qu'ils ne donneront pas à tout le monde. Ça créera peut-être des ZAD, je ne sais pas, mais en tout cas, certains auront un avantage technique sur d'autres, et ce ne sera pas forcément que des zadistes, par exemple. Tu parlais de fascistes tout à l'heure. Eh bien, les fascistes existent, nous le savons tous, mais ils sont, si on doit reconstruire des choses, ou même tout simplement construire, hein, si on doit survivre, c'est effectivement ensemble. On sent quand même que là, pas seulement sur le plan technique, hein, mais ça ne s'annonce pas non plus simple, hein, sur le plan humain. Il y aura plein de marteaux et chacun aura envie de faire quelque chose de différent avec son marteau. Donc, voilà. Donc, je pense que cet aspect de la technique nous réserve, me semble-t-il, de très nombreuses surprises. Et seul cet aspect humain que tu mentionnes et qu'on retrouve dans les utopies radicales, cet aspect humain, c'est sans doute, il me semble, hein, la variable d'ajustement la plus complexe, presque plus que celle de la technique. La technique ne fera qu'amplifier les choix de nos choix. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais je pense que ça sera, disons qu'on a le sentiment maintenant, quand on regarde les choses telles qu'elles se produisent, que ça va s'accroître en fait, peut-être de manière exponentielle, je ne sais pas. Mais donc, pour répondre à la question, oui, je pense que la technique va jouer un rôle plutôt de séparation que d'union, mais bon, j'espère me tromper, bien sûr. C'est une question passionnante et il est temps de se la réapproprier, cette question, parce que voilà, la question de la technique, c'est une affaire de réappropriation, parce qu'en effet on est complètement démunis face à ces choses, on est complètement détaché, et dans l'histoire ou la philosophie des techniques, c'est un vaste sujet, hein. Là, tu parlais de la neutralité des techniques. En fait, un objet en soi n'est ni bon ni mauvais. Il y a certains philosophes ou historiennes qui vont te dire que, en fait, si, parce que tel objet a été conçu dans tel monde pour tel usage, etc., et qu'en soi, on ne peut pas vraiment le transformer. Après, il y a plein d'autres objets qui sont transformables, réappropriables, et qui qui peuvent porter des choses qui vont plutôt aller du côté de l'émancipation que du côté de l'aliénation, etc. Donc ça, c'est vraiment un sujet dans l'histoire ou la philosophie des techniques. Et
Et je pense que, enfin, voilà, justement sur ce côté réappropriation, transformation, c'est là où aussi on peut rejoindre un peu des formes d'utopie et de liens sociaux, parce que en fait, avec tout ce truc du survivalisme et tout dans lequel on baigne, de fait, on peut pas apprendre à construire une serre et faire des abeilles pour faire son miel et faire de l'essence avec de l'huile et faire ci et faire ça. Enfin, on peut pas à un moment être le Rambo des bois qui va survivre tout seul, quoi. Et d'où la question du collectif. Enfin, je veux dire, on est quand même des animaux sociaux et enfin, voilà, c'est une piste aussi de réflexion via la question technique, comment on crée du collectif. C'est une manière qu'a Frédéric Lordon de venir titiller un peu la ZAD quand il dit ah bah vous avez des pelles, oui, mais en fait on l'a volée à Laura Merlin. D'accord, mais en fait elle a quand même été fabriquée. Donc vraisemblablement dans un mode de production capitaliste, vraisemblablement à l'autre bout du monde. Donc en fait ça pose la question de la division du travail, comme tu l'évoquais. Et c'est vrai que bah ouais, les journées font que 24 heures, quoi. Donc soit survivre, c'est un boulot à plein temps. Voilà, tout seul. Hein. Maintenant, effectivement, il faut survivre à plusieurs. Et voilà. Je suis complètement d'accord et c'est super intéressant qu'on ait cette idée et ce fantasme du héros qui sait tout faire, quoi, qui va couper du bambou, qui sait utiliser le bambou jusqu'à la moindre de ses fibres pour faire de la corde, pour le manger, pour en faire sa maison, une fosse septique, enfin bref. Donc ça demande effectivement 24 heures et c'est pas pour rien que cette personne, enfin je veux dire, personne c'est un individu complètement isolé parce qu'on peut pas faire de la politique, on peut pas s'ériger en collectif quand on est occupé à survivre et à construire sa propre fosse septique. Je veux dire, c'est pas possible au bout d'un moment. Donc, on est en train de se construire un idéal d'humain en huis clos, incapable de s'organiser, de fonctionner avec les autres, qui n'en a pas besoin d'ailleurs et que ça n'intéresse pas. Et ça en dit long, je trouve, sur l'endroit où on se trouve, politiquement parlant, qu'on soit aussi attaché à cet idéal-là. Et moi-même, je suis séduite par cet idéal. Je veux dire, moi aussi, j'ai envie de savoir faire des cordes avec du... J'avoue, regarder Walking Dead, en avoir tiré un certain plaisir, ouais. Mais ouais, super intéressant. Et j'en profite juste pour dire que j'ai trouvé la conversation vraiment trop passionnante et que on a beau dire que la réalité est toute nulle, je sais pas, moi je trouve que vous rendez quand même le présent un peu plus chouette, quoi. On est stylé, hein. Bon, là il est 12h10. Je me dis, est-ce que des personnes auraient des questions? On laisse justement la parole. Alors, 1, 2, 3. On va commencer par là, là et là. Merci. Bonjour. On va faire dans l'ordre, hein? J'ai une question qui peut s'exprimer de plusieurs manières. Je pense que du coup chaque manière va un petit peu s'exprimer à différentes personnes. C'est comment vous envisagez la négociation des espaces utopiques avec leur extérieur? Et du coup pour moi ça peut se voir un peu autrement avec la question justement du côté macro. Est-ce qu'on doit forcément la penser en macro? Et du coup il y a une autre façon de poser la question qui est liée avec cette histoire de fascisme. Est-ce que les fascistes sont des ennemis ou des personnes à persuader ou à convaincre? Merci. Bah Camille, c'est une question pour toi, ça. Camarade, as-tu déjà essayé de convaincre un fasciste? Oui, voilà. De fascitude. Il y a quand même le fascisme par complaisance un peu. Oui, et par Oui, bah, le fascisme a toujours été la roue de secours du capitalisme de toute façon, et donc oui, c'est très clair, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et le problème auquel on se heurte, à mon avis, très frontalement, c'est que en fait, ils parlent plus haut et plus fort, et beaucoup plus souvent que nous. Donc, globalement, parce qu'ils ont le pouvoir sur les moyens de production et qu'ils peuvent s'acheter des chaînes de télé.
Donc voilà, je sais pas si on peut essayer de convaincre Bolloré. Maintenant, pour répondre à ta question sur la négociation des espaces, c'est vrai que c'est un truc qui a beaucoup habité, pour le coup, un de mes précédents romans, Rue, et que la lecture du dedans-dehors. Par contre, c'est une question que j'ai décidé globalement de laisser de côté dans Utopia, comme plusieurs autres questions, parce que sinon, en fait, j'allais jamais le finir. Et donc, j'envisage cette société comme une totalité, au risque de un tout global, et effectivement je ne lui ai pas fourni narrativement de l'extérieur. Voilà. Ça aurait fait un autre roman. Je suis interpellée par cet aspect sur cette question des fascistes, faut-il les convaincre ou... Enfin, faut-il, sont-elles des personnes à convaincre, etc. Peut-être qu'elles se posent la même question. Et... Si, non mais... Si. Ah si, on pourra en parler. Mais je pense que... Non, moi je fréquente toutes sortes de personnes, moi, dans mon travail, donc bon. Mais... J'ai dit fréquenter, ça n'est pas tout à fait la même chose. Je sais. Mais non, plus sérieusement, bien évidemment qu'il faudra qu'on fasse ensemble. Tu parles de totalité... On va parler de, je sais pas, de tout, d'intégralité, je sais pas. Mais oui, d'ensemble, oui, il faudra faire les choses ensemble de toute façon. Après, ça peut être ensemble contre. On le sait, hein, on le voit, il n'y a pas besoin de... Il suffit de regarder l'histoire. L'histoire nous enseigne déjà tout ça, on le voit. On est en plus dans des cultures qui sont fondées sur... et qui risquent peu d'évoluer pour l'instant, en tout cas, qui sont quand même fondées sur la thésaurisation, la compétition, la conquête. Donc, comme de part et d'autre, de différents côtés. Donc, forcément, oui, il y aura... On fera ensemble, mais ensemble, ça ne veut pas dire en accord. On fera avec les uns, avec les autres. Convaincre, individuellement, les gens sont généralement beaucoup plus... Oui, non, mais oui, on en fait tous l'expérience. Les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Mais nous ne sommes pas, comme tu le disais, nous sommes des animaux sociaux. Et donc, nous sommes en groupe. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus difficile de s'entendre, tout simplement, de s'entendre. Donc, c'est pas une réponse à la question, je suis navrée. Si j'en avais, ça serait génial. Mais disons que, oui, moi, je suis pas super confiante sur cet aspect-là. Hein. Je me base sur ce que nous avons déjà vécu en tant qu'être humain, en tant que société humaine, dans l'histoire. Et à mon avis, on va refaire les mêmes erreurs que celles qu'on a déjà faites. Je suis pas optimiste là-dessus. Non, tu es optimiste, vas-y. Oh, rends-moi optimiste. Juste un bref ajout. Effectivement, je te rejoins un peu. Je suis vraiment pas convaincu que ce vieux truc un peu touche pas à mon pote de dire un raciste est quelqu'un qui se trompe de colère. Moi, je pense que les racistes et les fascistes savent très bien pourquoi ils sont en colère, en fait. Je pense qu'une des grandes forces politiques des fascismes, ça a été... alors, c'était en partie contre, mais ça a été aussi de proposer des contenus positifs. C'est-à-dire, on va faire ça et ça va être super. Je vous renvoie aux travaux de Johann Chapoutot, par exemple, sur le nazisme, où il propose le terme d'utopie nazie, contestable. Mais effectivement, je pense qu'il y avait un peu quelque chose de cet impulse, de cette méthode de... Voilà, après, pas dire que le nazisme était une utopie, mais il y avait un... Dans le moment, mais non, mais je sais qu'on s'est déjà pouillé là-dessus, donc il y avait cette espèce d'impulsion, et en fait, en vrai, je pense que les mecs, ils savent, j'ai les mecs parce que globalement c'est plutôt des mecs, mais même si il y a aussi des femmes, ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien comment ils le font, ils savent très bien comment ils peuvent le faire. Enfin, les mecs, ils ont des camps d'entraînement où ils s'entraînent à tirer sur des photos de députés de la LFI. Donc, si tu veux, je pense que le temps du dialogue social, à mon avis, bon. Et alors moi, pour le coup, ça me fait penser à une bande dessinée qui s'appelle Triggs, BD française,
Et juste, il y a la réponse, en fait, sur ta question. C'est simplement la technologie, la réalité virtuelle. Et dans cette bande dessinée, il y a juste un moment, une case, où, pour faire très grosso modo, grossièrement, il y a des nazis d'un côté, il y a des noirs de l'autre, mais chacun a son casque virtuel, et donc les nazis ne voient que des nazis dans la rue, et les noirs ne voient que des noirs. Et en fait, la solution, elle est réglée. Grâce à la technologie. C'est une belle pirouette. Hein. Alors là, Après, il y avait des trucs compliqués sur cette table ronde. Déjà, je voulais vous remercier pour la qualité du débat. Je voulais rebondir brièvement sur la question de la nécessité d'un effondrement, d'une apocalypse. Et ça me fait penser à la citation de Fredric Jameson qui disait qu'on imagine plus facilement la fin de la civilisation que la fin du capitalisme. Et je trouvais que l'utopie permettait de sortir un petit peu de tout ça, de montrer qu'il y avait des alternatives, qu'il y avait des mondes possibles, des mondes habitables. Et ça permettait d'envisager quelque chose de plus positif dans les luttes qu'on mène, dans les combats qu'on entend gagner. Et du coup, si je peux paraphraser vulgairement Le Guin, est-ce que lire ou écrire l'utopie, ça nous apprend non pas à faire la révolution, mais à être la révolution? Oui, c'est pas vraiment une question. Ouais. C'est très bien. Si. La réponse est là. Juste, parce qu'effectivement, vous citez cette phrase de Jameson, mais le truc intéressant, c'est qu'elle a une deuxième partie, qui est très rarement citée, qui est mais cela est peut-être dû à un défaut de notre imagination. Et du coup, dans cette deuxième partie, moi je trouve qu'elle est extrêmement riche, parce que du coup, notre imagination, donc notre capacité à produire des images, donc notre capacité à figurer, d'où vient notre capacité à figurer? Des représentations qu'on a apprises, donc du coup de la transmission sociale du savoir et des affects, etc. Donc voilà, pas à oublier à mon avis cette deuxième partie, et qui du coup I concur, comme on dit. Je suis tout à fait d'accord avec ça, et voilà. alors, il y avait là et après là. Moi je considère que l'utopie déjà c'est bien, genre des fois ils disent un peu comme un gros mot, et genre je considère qu'il faut un peu en faire pour que ça, pour une meilleure vision du monde. Après j'ai deux trucs, et déjà on dit que ça pourrait pas être à échelle du monde, mais comme on l'a dit juste avant, le problème c'est que genre si on le fait à l'échelle, à une plus petite échelle, bah ça se confrontera toujours à des idées politiques. On le voit là en ce moment, genre avec les ZAD, des trucs comme ça, bah c'est bien beau de créer quelque chose comme ça, mais tant qu'il y aura des frontières, tant qu'il y aura des pays, tant qu'il y aura des systèmes politiques, bah en fin de compte ça pourra pas spécialement marcher, parce que ils essaieront souvent d'écraser ce genre de choses, à moins qu'on change la politique globale. Et aussi il y a la nature humaine fait que je pense que ça sera très difficile, parce que, enfin, je sais pas où vous vous placez par rapport à ça, mais la nature humaine fait qu'il y aura toujours des gens qui essaieront à des moments de prendre le pouvoir, qui essaieront de faire des choses, et même dans le sens où on parlait juste avant, genre de la BD là, genre, les personnes ne voudront pas vivre dans un monde, certaines personnes ne voudront pas vivre dans un monde même utopique où il y a d'autres personnes. Genre moi, je sais pas si dans un monde utopique on voit dans le sens, genre juste où tout va bien, ou alors dans le sens où tout le monde est bien. Mais si c'est dans le sens où juste tout va bien, moi, même si je sais que mon voisin c'est un raciste, même si tout va bien autour de moi, mais qu'il le dit pas trop parce qu'il se met dans la masse pour le machin, j'ai pas envie de vivre à côté de lui, quoi, en fait. Donc genre la nature humaine fera toujours que ça sera toujours super compliqué d'avoir cette société où tout le monde s'entend et où tout le monde va dans le même sens. Merci beaucoup pour cette remarque. En fait, dans l'utopie ne suppose pas en soi une forme quelconque d'unité ou d'uniformisation. C'est pour ça que tout à l'heure, on ne voulait pas employer le terme de total, parce que voilà, l'utopie ne suppose pas une espèce de truc totalisant, uniformisant, etc. L'utopie peut tout à fait être traversée par le conflit, le dissensus et surtout l'altérité, et les expérimentations,
faut pas dire expérimentation parce que ça réduit ce qui se passe, mais les expériences de ZAD, etc., ou de n'importe quelle communauté sont la preuve qu'en fait il peut y avoir du conflit, n'importe quelle manifestation, n'importe quelle prise de rond-point ou n'importe quel blocage d'usine, etc. Il peut y avoir du conflit, ça n'empêche qu'à un moment on fait quelque chose et voilà. Et du coup, l'utopie en soi n'est pas la solution qui va effacer toutes les émotions, effacer tous les affects, effacer toutes les pensées des individus, des cailloux jusqu'aux végétaux, quoi. Enfin, non, il y a... et c'est ça qui est compliqué, c'est parce qu'en effet, nous on est seuls dans notre cerveau et on va projeter une image qui nous est propre, mais la difficulté c'est justement, avec l'utopie, d'essayer d'imaginer quelque chose où tout le monde pourrait avoir sa place. Évidemment, dans ce cas-là, on espère qu'en utopie, en fait, des notions comme la race ou le genre ou l'orientation sexuelle ou whatever, la religion, enfin n'importe quelle catégorie, n'aurait plus sa place, en fait, n'aurait plus de raison d'être. Et auquel cas, il y aurait plus de racisme, il y aurait plus de sexisme, il y aurait plus d'homophobie, d'islamophobie, de tout ça, d'antisémite, ou que sais-je. Donc enfin, l'utopie aussi nous permettrait, c'est le problème, c'est est-ce que l'utopie produit des individus utopiques ou est-ce que, enfin c'est un peu la poule et l'œuf, quoi. Est-ce que l'utopie va changer nos mentalités? Est-ce qu'il faut qu'on change nous-mêmes nos mentalités pour qu'advienne une forme d'utopie? Après, on a peut-être un souci de définition. Est-ce que l'utopie, c'est le meilleur des mondes possibles? C'est-à-dire, en gros, un système auquel on finit par aboutir et dans lequel on va finir par se mouler et auquel on va s'adapter, ou est-ce que l'utopie c'est la fin du processus, c'est-à-dire effectivement un monde où on est tellement nous-mêmes évolués que nous créons l'utopie de fait par notre simple coexistence en tant qu'être de lumière. Mais j'ai tendance à interpréter l'utopie comme étant quelque chose un petit peu entre les deux, mais quand même un processus relativement abouti, où effectivement, est-ce que je pourrais avoir un voisin raciste dans une utopie, attendu que le racisme n'aurait plus grand sens. Idéalement, on aurait déconstruit notre histoire et on se serait reconstruit pour vivre ensemble, et donc le racisme lui-même serait un mot un petit peu de l'ordre du musée. Après, est-ce que même dire ça, c'est pas un peu problématique? Je ne sais pas, mais je pense que tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur ce que veut dire utopie et à quel stade on en est dans la réalisation de ce monde-là, on aura du mal à répondre à cette question. Est-ce que c'est nous qui allons créer l'utopie ou est-ce que c'est l'utopie qui va nous façonner? Voilà. Je suis content qu'au bout d'une heure et demie, on définisse les termes, c'est bien. Oui, c'est ça, c'est vrai on est bien là. L'utopie, pour moi, est une méthode. C'est-à-dire que c'est un travail. Tu parlais de pratique, voilà, je me retrouve complètement là-dedans. Et pour moi, c'est pas du tout un aboutissement. Voilà. Oui, donc tu le perçois pas comme un objectif, par exemple? En fait, c'est un processus. Et en fait, c'est jamais tautologique, quoi. Ça n'arrive jamais vers soi. Et puis après, c'est bon. L'utopie, c'est pas la fin de l'histoire. Au contraire, enfin, je veux dire, les sociétés humaines sont toujours traversées de conflictualités. Après, voilà, ce qui intéresse, c'est de dire quelles sont les conflictualités qui peuvent émerger dans une autre configuration sociale et comment on les gère. Et ça, c'est autre chose. Et ça, c'est du coup ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est genre pas parfait. Et par contre, c'est mieux. Et c'est pas idéal, au double sens de merveilleux et au sens du monde des idées, quoi. Au contraire, c'est matérialiste, au sens que ce sont les rapports sociaux qui produisent les individus et les individus qui produisent les rapports sociaux, socialement, etc. Point structuralisme. Juste par contre, mais bon, ça c'est mon fond, pour le coup, matérialiste d'extrême gauche, j'ai beaucoup de mal à utiliser la catégorie de nature humaine. Parce que je considère qu'on est déterminé par des tas de choses et qu'en fait, en fait, je trouve que c'est, alors je suis désolé, je trouve que c'est un argument de droite. C'est genre, bah oui, c'est comme ça, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui en vaudra plus que l'autre. Ok, et tu vois, genre, on en discutera.
Voilà, on n'est pas obligé de le foutre en tôle parce qu'il a volé une miche de pain, quoi. Donc juste voilà, c'est mon point nature humaine. Je suis assez d'accord avec l'idée nature humaine. En fait, pour moi, enfin, je sais pas si c'est parce que j'ai pas beaucoup de respect pour l'humain, en fait, mais je pense qu'on est des petites machines et qu'en réalité, on est un peu des coquilles vides et qu'on va nous remplir, en fait, et que le mix de tout ça, en fait, oui, non, je sais, mais enfin, pour moi, on est très déterminés. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis pas sûre qu'il y ait de nature humaine profonde en dehors de ce qui va répondre à notre besoin de survie et à notre Alors moi je ne partage pas du tout cette vision. C'est la question éternelle le débat entre l'inné et l'acquis, mais non, je sais pas. Je sais pas si je sais, je vois en fait. C'est pas que je sache en fait, hein, je prétendrai pas savoir, mais moi je constate très régulièrement qu'avec des situations qui ont l'air, on le voit chez des très jeunes enfants en fait, tout simplement, hein, avec des éducations similaires dans des milieux similaires, par exemple sur des jumeaux au hasard, euh, qui ont quand même en plus le même patrimoine génétique. Donc, bon, eh bien, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont semblables, et puis il y a des choses qui viennent vraiment de l'individu. On le voit chez les humains, chez les animaux non humains aussi. Il y a des caractères, c'est-à-dire que placés dans une même situation avec des paramètres proches, il va y avoir une réaction qui ne sera pas identique. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça la nature humaine, mais en tout cas, pour moi, il y a une nature individuelle, en tout cas. Je ne sais pas si c'est le terme, hein, mais il n'y a pas que des paramètres. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de coquille vide. Il y a peut-être, c'est certes, là, il y a une coquille et il y a effectivement du vide, mais il y a une forme à la coquille qui modèle ce qu'on y met et qui interagit d'une certaine manière avec les paramètres extérieurs. Donc, pour moi, il y a quand même, il y a une nature humaine. Je suis désolée. Hein, non, mais en fait, je suis un peu perturbé parce que j'ai l'impression que tu donnes un contre-argument en fait, qui met de l'eau à notre moulin. C'est très bizarre. Ah ouais, ok. Parce qu'en fait, tu as employé le terme de caractère. Oui. Et un caractère, c'est quelque chose qui a été caractérisé. Ah oui, alors effectivement, c'est mon terme qui ne me convient pas. Mais après, moi, ça me va. Hein. Oui. Mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois bien. C'est-à-dire que pour moi, même deux individus placés dans des contextes identiques ne vont pas réagir de la même manière, même quand ils sont tout petits, si tu veux. Bien sûr. Et c'est alors après, tu peux parler de psychogénéalogie, de tout ça, etc. Hein, bien évidemment. Mais pour moi, c'est une évidence que je constate. Alors, si ça va dans ton sens, je ne sais pas trop comment, du coup. En fait, c'est parce que en employant le terme de caractère, tu désactivais la catégorie de nature humaine, du coup. Mais bon, c'est pas très grave. Là, pour le coup, on est vraiment sur du pinaillage. Mais en fait, peut-être. En fait, pour juste essayer de faire un pas de côté, quand je dis que je pense pas qu'il y ait de nature humaine, je pense pas non plus qu'il y ait de nature féline ou de nature canine. Les gens ils vont te dire attention un pitbull. Hein, en fait les pitbulls c'est super gentil en fait. Quand on leur apprend à être gentil, c'est comme tous les chiens, c'est des gros pipiou. Voilà, t'es pas en train d'essentialiser les pitbulls là. Ils sont vraiment. Mais non mais en fait un animal à qui on apprend d'être chill, alors ils vont effectivement avoir des caractères dont il y a une source effectivement qui nous échappe un peu et donc on comprend pas tout à fait. C'est ça, c'est je suis exactement ça. Eh bien, c'est de ça que je parle précisément. Mais oui, moi je suis à peu près persuadé que c'est, ou à peu près convaincu, je ne sais pas, que effectivement ce sont des déterminants peut-être psychogénétiques qui nous échappent encore, mais des déterminations quand même. Mais bon, voilà. Alors comme elles nous échappent encore, pour moi, eh bien, si elles nous échappent, on peut pas les mesurer, donc ça, c'est pas quelque chose qui. Enfin, je veux dire, sinon tu peux considérer, je sais pas, tu peux revenir à des philosophes qui vont te dire comme Laplace que tout est déterminé. Simplement, tu ne sais pas. Comme tu n'as pas tous les paramètres, tu ne peux pas tout vérifier. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne peux pas tout prévoir. Là, on peut être dans un déterminisme qui va très loin. Mais je pense qu'on s'égare, pardon. Oui, là. Alors. Excusez-moi. Bon, bonjour à tous et puis évidemment merci parce qu'avec la situation actuelle, en fait ça remonte un peu le moral de vous avoir entendu tous les quatre parce que moi personnellement et je pense beaucoup de personnes dans cette salle, que les gauchistes lèvent le droit, on est un peu dans cet état d'esprit où on éprouve de la colère
beaucoup de colère, peut-être un peu de désespoir, donc ça fait toujours du bien d'entendre que, en fait, on peut encore faire quelque chose et la porte est ouverte, donc merci. Ce qui m'amène à ma question, j'ai assisté à j'ai vu une conférence qui mettait face à face Alain Damasio et Frédéric Lordon, qui s'appelait, c'était extraordinaire, ça s'appelait Révolution au pluriel et Révolution au singulier avec un R majuscule. Et il y a eu une confrontation entre eux qui, pour moi, c'était du Magnéto Xavier, littéralement, c'était vraiment extraordinaire. Avec donc. Ah, si, je vais le dire. Avec justement Alain Damasio dans le rôle du professeur Xavier et Lordon dans le rôle de Magnéto. Et en gros, ce que proposait Alain Damasio, c'était le principe de la ZAD, le rhizome. C'est-à-dire, nous allons proposer des enclaves, nous allons proposer l'autre solution. Et comme la masse verra la qualité de l'autre solution, eh bien, en fait, le capitalisme, enfin, le camp adverse, pour faire simple, sera vidé de sa substance parce que notre utopie, elle est meilleure. Enfin, c'est mieux. Naturellement, ils viendront vers nous, et donc le rhizome, et voilà, et voilà, ils seront vidés de leur substance. Et la réponse de Lordon était presque touchante, parce que qui a déjà écouté Lordon sait à quel point il peut être cassant et extrêmement brutal avec les gens qu'il n'apprécie pas. Et il a regardé Damasio presque avec tendresse, et il lui a dit « Ah, comme j'aimerais que vous ayez raison, mon ami, comme j'aimerais. » Et il lui a dit que non, que littéralement le capitalisme, enfin la force extérieure, quand elle verra qu'elle ne peut pas absorber, elle va détruire. Et voilà. Et ma question, c'est, du coup... du coup, quoi qu'on fait, voilà. Vous avez 4 heures. Pardon. Allez, vous avez 30 secondes. C'est chaud. J'ai juste quel sens de la dramaturgie quand même. Ça m'amène une blague, je suis désolé, je suis trop fatigué pour répondre à cette question. C'est une blague sans chute en plus. T'es sûr que c'est une bonne idée? C'est un philosophe et Alain Damasio qui rentrent dans un bar. Non mais c'est l'éternelle question de voilà, l'archipel, le rhizome, machin, etc. Ah mais ça me fait penser à Avatar 2. Voilà. C'est le point Avatar 2. Moi alors, vous allez voir. Vas-y. Je trouve ça hyper intéressant parce que qui a vu Avatar 2 ? Bon, on spoil, voilà, je te le dis tout de suite. Donc, dans Avatar 2, on suit les aventures de notre héros d'Avatar premier du nom, qui a maintenant toute une petite famille, etc. Il se trouve que les humains reviennent avec une grosse armée pour cette fois-ci, ils veulent coloniser la planète. Et la réaction de notre héros, voyant la menace, il se dit vous savez quoi, je vais partir avec ma famille, et en fait, on va aller se cacher dans un archipel, une enclave, où on sera en dehors du conflit, et ça ira. Je vous le donne en 1000. Le méchant arrive, le poursuit jusque dans son archipel. Pendant ce temps-là, le capitalisme est en train de tuer toutes les baleines de la planète. C'est extrêmement triste, il y a une scène extrêmement éprouvante. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Il se bagarre, et le fils du héros meurt. Il est tué. Quelle est la conclusion du film ? À la fin, le point final, c'est je croyais que je pouvais gagner par une stratégie de l'archipel et de l'enclave. En fait, non, nous arrivons à une confrontation frontale contre les forces de colonisation capitaliste. Et donc, voilà, c'était mon point Avatar 2. C'est un poil tiré par les étamines, quand même. Ça, tiré par la queue. Oui, c'est ça. J'ai pas grand-chose d'intelligent à dire pour répondre à cette question qui est fort compliquée, mais il y a un truc qui m'interpelle, c'est que on oppose les forces en puissance comme des personnes, comme des personnalités, c'est-à-dire l'idée va les séduire et on sera forcé à la reddition tellement l'idée est éblouissante, elle est intrinsèquement meilleure, elle est bonne, elle est généreuse, etc. Ou alors, ils vont nous trouver et ils vont nous détruire.
on interprète un petit peu tout ça, toutes ces idéologies comme des corps vivants, dotés de personnalité et qui vont s'opposer, se disputer et se faire la guerre comme des gens. J'ai tendance à croire que tout ça va être infiniment plus brouillon et plus compliqué que ça, parce que en fait, les idéologies finissent par se décliner comme autant de rhizomes en fait, dans les individus qui les défendent et qui sont souvent pas à la hauteur des idéologies dont ils rêvent en fait. Et c'est pour ça que je ne sais pas si on va nous trouver au sein des ZAD ou si les ZAD vont séduire le reste du monde, mais je crains malheureusement qu'on soit des ambassadeurs un peu trop maladroits des causes qu'on élabore pour que ce soit aussi simple. Voilà. Eh bien voilà, c'est intéressant à dire. Donc non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais je reviens toujours aux exemples de l'histoire, et je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ce soit différent dans l'avenir, vu la manière dont on s'est comporté. Donc oui, ça risque d'être plus quelque chose de très brouillon et de très mortel, oui, sans doute. On verra ce qu'il en sortira, mais il en sortira forcément quelque chose d'intéressant, parce que l'être humain, c'est comme les rats, les cafards. On peut pas éradiquer l'être humain facilement. non, je parle du fonctionnement. Et donc, voilà, donc, même si c'est brouillon, même si c'est mortel, je pense qu'il y aura toujours quelque chose à en ressortir. Mais on verra comment. Dans un prochain livre. Donc, voilà. Nous sommes arrivés à la fin. On peut vraiment les applaudir parce que nos 4 invités. Un débat très riche et merci à vous 4. Voilà. Et nous continuons l'aventure pour le reste de la journée.